Voilà, Monsieur Norbert, je reviens à vous. En vous entendre parler par rapport à ma première question, on a comme l'impression que vous avez un avis tout à fait contraire au premier invité qui était avec nous ici, qui a parlé de la séparation plutôt claire et nette du pouvoir public et de l'Église. Merci beaucoup. Effectivement, dans la société, les différents acteurs ont chacun une responsabilité. Mais ces responsabilités ne sont pas isolées les unes des autres. Il y a une sorte d'interconnexion, il y a une sorte d'interdépendance, et la société est gérée de façon systémique. Je l'ai entendu parler, mais il a oublié de reconnaître deux notions importantes, la notion d'engagement politique et la notion de politique active. Les églises ne peuvent pas présenter une liste de personnes pour se faire élire au nom de l'église. Mais l'Église peut pouvoir faire le monitoring, avoir un regard regardant par rapport à ce que font ceux qui ont la responsabilité de la gestion de la République. Et mutandis pour les paysans, mutandis pour les journalistes, les dockers, les chauffeurs, les enseignants, etc. Donc l'Église fait partie de la société en tant que membre de la société, elle est aussi bénéficiaire des bienfaits de la gestion du patrimoine national. Et l'Église a aussi la responsabilité de mettre un point de vue par rapport à la gestion de la République. Et le faire n'est pas un crime de lèse-majesté, le faire n'est pas ne pas reconnaître ce qu'on peut appeler le partage des responsabilités. Le partage des responsabilités doit converger vers la performance des institutions de la République. Et la performance des institutions de la République pose la problématique de la qualité des services qu'on donne à la population. Lorsqu'on apprécie que ces services ne sont pas correspondants par rapport aux déshydratats, par rapport aux souhaits, par rapport aux ambitions, par rapport aux besoins de la population, l'Église est tenue de donner son point de vue par rapport à cette matière. Et donc, ce n'est pas une entorse, bien au contraire, c'est une responsabilité citoyenne lui reconnue. Alors, lorsque vous avez dit tout au début de vos réflexions, de votre analyse, qu'il faudrait donner aux Congolais une leçon de morale, je ne sais pas moi quel genre de leçon vous avez fait allusion, alors, dans ce cas, quand on dit que l'Église doit être au milieu du village, ça veut dire quoi? Oui, l'Église est apolitique. En tant que telle... Non, attention, c'est un terme impropre. C'est un terme impropre. L'Église est... neutre, ce sont des anciens termes qui sont périmés, en fait. Moi, je suis spécialiste des questions de gouvernance. Je vous dis que neutralité, apolitisme, c'est périmé. Il y a une nouvelle littérature qui vous dit que non, on ne peut pas être neutre. On ne peut qu'avoir un point de vue qui peut converger avec un point de vue de l'autre. Ou soit avoir un point de vue qui soit contraire de l'autre. En tant que tel, on n'est pas neutre. Mais la neutralité ici pose le problème de la rationalité, de la vérité, dans la manière de présenter les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'Église ne peut pas être inféodée. Ça veut dire quoi? L'Église ne peut pas être partisane d'un groupe à un autre. Mais l'Église doit dire tout ce qui peut sauvegarder les intérêts de la population. Et si dans le dire de l'Église... Au risque et péril d'incendier un pays avec des déclarations? Non, il y a une manière de présenter les choses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. Et donc, sur le plan de fond, vous pouvez avoir raison. Mais lorsque vous présentez mal les choses, ça risque de remettre en question le fond. Et donc, par rapport à cette question, par exemple, électorale, il est très clair qu'on s'oppose les chiffres. C'est une question de dire, est-ce que tel a gagné ou est-ce que tel n'a pas gagné? Qui a perdu, qui a gagné? Et là, on a besoin pratiquement d'avoir les différents PV, des différents bureaux de vote, et on fait la comptabilité. Et donc, si l'Église s'inspire naturellement de ces PV, où il fait la comptabilité et il a les statistiques à la main, et à ce moment-là, ce n'est pas incendié. Il faut donc qu'il y ait un petit effort dans le chef de la classe politique, de faire un petit effort, de s'adapter par rapport aux mutations. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a trop de mutations, des évolutions au niveau du fonctionnement de la société, mais les hommes politiques sont en retard. Ils ne sont pas adaptés par rapport à ces nouveaux paysages. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre pays, c'est dangereux pour l'Afrique. Et c'est comme ça que l'Afrique n'avance pas. Parce que tout est crime de lèse-majesté. Et l'intellectuel que nous sommes, ce sont des débats de la rue. L'intellectuel n'a plus la valeur ajoutée par rapport à la transformation de la société. L'intellectuel n'a plus la plus-value. Il y a trop de docteurs, il y a trop de masters, il y a trop. Mais vous n'avez vraiment pas un raisonnement, vous n'avez pas de principe qui permettent à la société de décoller. Chacun vient pour se positionner. J'ai entendu, et j'ai suivi pas mal d'intellectuels par rapport à tous ces débats, etc. Il y en a même les gens qui sacralisent le tribalisme. Un prof, je l'ai entendu parler dire,
On a voté là-bas parce que c'est le tribunal, notre tribu. Waouh! Et alors, finalement, qui deviennent des modèles. Chers journalistes, dans une société, lorsqu'on n'a plus de modèles... Mais je crois que même la science... Je vais terminer. Oui. Lorsqu'on n'a plus de référentiels normatifs, c'est une société qui est en déperdition. C'est une société qui est en disparition. Parce que hier, même un président de la République se courbe la tête quand il est devant un pasteur, quand il est devant un prêtre. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce qui se passe, lorsque se dit, etc., moi je pense qu'on a perdu les référentiels, on a perdu les valeurs, on a perdu les normes, on a perdu les principes, et nous allons tout droit vers la déperdition, la disparition. Les mêmes pasteurs auxquels vous faites allusion, qui doivent bénéficier de notre respectabilité, eux-mêmes sont à la base de ça, parce qu'ils devraient jouer leur rôle de pasteur. Ils ne le jouent pas. Alors, c'est normal que les gens perdent confiance vers eux. Je suis très désolé parce que je suis très croyant. Je crois à l'éducation chrétienne. Le spectacle que je suis en train d'assister aujourd'hui me pousse à me poser des questions sur la pertinence de l'Église. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai suivi le cardinal Mosengo intervenir pour donner son point de vue par rapport à la dynamique électorale. J'ai entendu encore un autre évêque protestant qui intervient pour contredire. Aucune possibilité, excusez, aucune possibilité de concertation entre les deux. Alors, tel a dit A, tel doit être dire B, et chacun le dit justement pour donner la possibilité aux politiciens, n'est-ce pas, de trouver un terrain fertile, même des graines pourries peuvent bien germer. Et ça, c'est un danger public pour notre société. Monsieur Norbert. Quand j'écoute les uns les autres, je m'excuse beaucoup, je me promène à travers le monde, j'ai toujours dit que notre pays a des grands défis. Notre pays a des problèmes, doit avoir des grandes ambitions, doit avoir la moralité qu'il faut pour relever le défi. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un problème de moralité, il y a un problème de responsabilité, il y a un problème de positionnement politique, à la fois des acteurs politiques et des hommes de l'Église. J'ai dit qu'on entre dans le logiciel d'une euphorie de jouissance et je ne sais pas quand est-ce que le pays va pouvoir s'en sortir. Je suis désolé parce qu'il n'y a plus de référentiel. Si Monseigneur, le coordonnateur cardinal parle, les chrétiens catholiques disent « nous ne pouvons plus l'écouter ». Et bon, ici, l'évêque des protestants parle « nous ne pouvons plus l'écouter ». Finalement, qui vont donner conseil encore? Et c'est là justement que je me dis Seigneur, le Congo, vous allez où? Et tous nos ancêtres, qui faut-il faire appel aujourd'hui? Faut-il réveiller Lumumba? Pourquoi il y a trop de pseudo-nationalistes qui visiblement tirent leurs intérêts, tirent leurs avantages, essentiellement pour s'enrichir, se construire des maisons, se taper des belles femmes, et qu'aujourd'hui notre peuple est en train de courir dans la misère la plus intolérable, et qu'aujourd'hui les quelques rares voix qui s'élèvent sont traumatisées, sont humiliées, désolés. Je voudrais quand même que votre analyse soit objective et non partisane. Tout à fait. Je ne suis pas partisan. D'accord. Vous avez deux confessions religieuses différentes qui ont des dogmes tout à fait différents. Oui. Vous avez d'une part l'Église catholique, de l'autre l'Église protestante. Alors, lorsque ces gens viennent tenir des déclarations publiques devant les gens, alors je crois que ces genres de déclarations n'engagent pas leur confession religieuse, parce que ce que le cardinal Mosengo a dit, c'est une analyse tout à fait personnelle, et ce que Maridi Bodo a dit, c'est une analyse tout à fait personnelle, et la liberté d'expression veut que le débat d'expression, le débat soit facultatif. Aujourd'hui, vous le condamnez, vous qui prônez la bonne gouvernance. Tout à fait. Il y a deux choses, monsieur le journaliste. La première chose, c'est en tant qu'individu. La citoyenneté responsable pose la problématique de la capacité de mettre un point de vue en tant que citoyen. Deuxième chose, quelqu'un qui est censé piloter une personne morale comme l'Église ne se prononce pas n'importe quand, n'importe comment. Parce que lorsqu'il se prononce, c'est qu'il est censé, n'est-ce pas, capturer les différentes aspirations de ses fidèles et les transmettre à qui des droits. C'est important. Quand le cardinal Mosengo parle, il est difficile de dissocier son individualité et par rapport à son Église. Mais l'Église est divisée déjà. L'Église est divisée simplement parce que nous sommes sur un terrain pollué. Le terrain pollué, ça veut dire quoi? La crise économique qui visiblement assiège notre pays, a élu domicile dans notre pays, fait qu'aujourd'hui chacun se bat pour avoir ses propres intérêts. Et par rapport à cette lutte d'intérêt, écoutez, chacun doit prendre position là où il peut être sauvé. J'ai suivi le premier analyste qui vous disait que voilà, il y a même des candidats présidents de la République qui changent de revirement en revirement sur base de calcul, de positionnement. Exact. Et mutatis mutandis pour les hommes d'église.
C'est cela. Mais attention, cher journaliste, tu es de la nouvelle génération. Tu as connu des problèmes dans ce pays. Des souffrances. Moi, je pose des questions. Oui, bien entendu. Je suis en train pratiquement de faire une interprétation. En fait, quand je dis tu es, ça veut dire je parle à tous les Congolais, tous les jeunes qui aujourd'hui ne savent pas aller à l'école, qui ne savent pas trouver du job, etc. J'en ai beaucoup d'enfants chez moi, etc., qui sont des licenciés, mais ne trouvent pas de travail. Ça, c'est évident. Ce sont des problèmes de société. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas des licenciés en France qui n'en trouvent pas de travail? Il y en a. Vous voulez que je vous donne le taux? Il y a 2,3% de taux de chômage en France. Il ne faut pas comparer les incomparables. On ne compare pas. On ne compare pas. C'est un pays en reconstruction, vous le savez, qui sort des crises et des guerres répétitives. Bien entendu. C'est comme ça l'Afrique. Toujours en reconstruction, toujours sortir des crises. Et même en temps de crise. Regardez ce pays. Il y a eu combien de temps d'absence de crise, perçue comme absence de la guerre? Il y a eu autant d'années sans guerre. Écoutez, une certaine paix n'est pas la paix certaine. Vous croyez que parce qu'il n'y a pas la guerre et les gens ne souffrent pas? Mais ceux qui meurent parce qu'ils ne savent pas aller à l'hôpital, ceux qui meurent parce qu'ils ne savent pas se faire soigner, ceux qui meurent parce qu'ils n'ont pas du travail, etc. Ils sont qui? Vous croyez que ce sont des munitions qui les ont tués? Non, cher ami. Il me semble que le débat est ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des hommes et des femmes qui veulent prendre la responsabilité de la République, mais avec engagement de pouvoir transformer cette République en termes de dessert, de services de qualité à la population. Et le débat aujourd'hui, et je vois tous ces gens qui étaient dans le petit job, etc., un peu populistes, etc., tous reviennent en politique parce que c'est là qu'il y a un réservoir d'argent où on peut bien s'amuser, etc. Et ça, cher ami, par rapport aux défis, par rapport aux ambitions de la République, par rapport aux problèmes qui sont les nôtres, moi je pense que nous ne sommes pas sur la voie d'un iota pour ressortir. Vous avez parlé de la révolution, de la modernité. Vous parlez de plus en plus de la modernité. Il y a des conditions pour arriver à cela. Monsieur. Ok, alors s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, il y a quand même cette espèce de contradiction, on l'a quand même observé, entre la Cinco qui avait déployé 30 000 observateurs sur terrain pour accompagner ce processus électoral et les déclarations du cardinal Mosengo. On a vu également un responsable de la Cinco tenir un langage public disant que les élections s'y sont très bien, dans l'ensemble, très bien déroulées, mais malgré quelques irrégularités. Alors vous avez le cardinal de l'autre côté qui remet tout en cause. Pourquoi cette division dans la même église? Et c'est là justement que je dis que l'intellectuel congolais ne fait pas un petit effort pour avoir une valeur ajoutée, pour qu'on sente qu'il a une immensité d'intelligence pour aider le pays à avancer. Il n'y a pas distanciation, il n'y a pas de démarcation entre ce que dit la Cinco et ce que dit le cardinal Mosengo. La Cinco dit qu'elle n'a pas le droit de donner les résultats. Et ça va de soi. Mais il n'a pas donné de résultats. Il n'a pas donné de résultats. Seulement un rapport. L'Église. Un rapport préliminaire. Bien entendu, bien entendu. Et la Cinco a dit cela. Et que la Cinco a dit qu'il y avait des irrégularités et que Mineur. Attention, je n'ai pas suivi mineur, mais il y avait des irrégularités. Et donc la Cinco a demandé à la CENI de donner des résultats qui sont conformes à la vérité. Après les élections, après la publication, Monseigneur Mosengo, qui fait partie de la Cinco, dit qu'au regard du cheminement, au regard de la comptabilité en présence, voilà un certain nombre de chiffres qui peuvent remettre en question la vérité recherchée par la Cinco. C'est de son point de vue. Et maintenant, il appartient aux instances concernées de brandir, naturellement, ces chiffres contraires pour démontrer que cela est conforme. Mais pourquoi on a fait un problème? Est-ce qu'il ne relève pas de son responsabilité en tant que berger de l'Église de constater un certain nombre de choses, encore qu'on lui tient informé, on lui donne des informations, pour qu'il brandisse de manière qu'on puisse avoir la paix? Mais berger de l'Église, mais ses propres brebis sortent de l'Église pour le condamner. Il y a des brebis galaises. Vous les appelez brebis galaises? Voilà, il y a des brebis. Non, c'est beaucoup, toute proportion réservée. J'ai dit, on peut être dans une église, mais on pêche. Est-ce que vous voyez des gens, j'entends des gens qui, est-ce que vraiment, même si, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont contesté cardinal Mosengo et qui seront dimanche à la messe. Mais oui, non, vous croyez, non, excusez. C'est votre prédécesseur qui l'a dit. Bien entendu. Vous croyez vraiment que ces gens-là sont des croyants? Vous les croyez vraiment croyants? Mais les croyants sont là pour dire amen à ce qui vient de la parole de Dieu, pas un avis politique. Un avis politique, c'est aussi de la mission de l'Église. L'Église ne doit pas faire la politique pour conquérir et exercer le pouvoir. Mais donc si je vous comprends, doit
donner un avis politique, parce que c'est la politique. Vous savez que tout ce que nous connaissons en termes de difficultés dans notre pays, ce sont des erreurs politiques. Aujourd'hui, regardez comment les gens construisent des maisons à outrance. Mais les gouverneurs, la République n'a même pas une couche de peinture dans un bâtiment public. Ça, c'est un problème. Et donc, l'Église ne peut pas regarder ça comme ça en somnolant. Il faut que l'Église arrive à dire, arrêtez. Arrêtez, monsieur. Pourquoi les privés peuvent avoir des avions? Pourquoi les privés peuvent avoir des bâtiments? Pourquoi le gouvernement de la République, au travers de ses différents services, ne peut pas avoir tel? Si l'Église doit le dire, et le dire, c'est aussi assumer pleinement sa responsabilité. Alors maintenant, pour ces brebis qui, visiblement, ne sont pas d'accord avec leurs bergers, tant mieux. C'est ça la gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord, la démocratie. C'est cela ce qui fait l'esthétique et l'ambiance démocratique. Il faut cela, parce qu'il ne faut pas construire aussi une nouvelle dictature au sein de l'Église. C'est important. Et donc, la question politique est discutable. C'est comme ça qu'on a tendance à demander, lorsqu'on veut prendre une position, que ce soit une position concertée, discutée à l'intérieur de l'Église, pour qu'on ne puisse pas avoir droit à des contradictions en public et qui, visiblement, risque de scandaliser les gens. Alors, ce qui apparemment n'a pas été le cas avec l'Église catholique, parce qu'avec cette division... Il n'y a pas de distanciation, et je le dis, entre la CNCO et le cardinal Madoula. Il y a convergence d'intérêts, il y a même raisonnement, il y a même logique, il y a même résultat. Mais quant aux chrétiens isolés qui se retrouvent disséminés dans les différents, fractionnés dans différents partis politiques, ça c'est autre chose. Et vous savez que, bon, même ces chrétiens-là, ils n'ont pas véritablement la moralité religieuse et spirituelle. La plupart, bon, j'allais dire troubadour, mais j'élague cela, mais j'allais dire que nous n'avons pas des hommes intègres. Nous n'avons pas... Qui sont pour la plupart des hommes d'État aujourd'hui? Non, il ne faut pas les appeler des hommes d'État, des hommes politiques. Parce que les hommes d'État, ce sont des gens qui posent des actes et qui voient l'avenir des générations, qui sont solidaires aux générations. Mais il y a des hommes politiques qui, visiblement, ils font la politique, en fait, pour leur intérêt. Donc, il n'y a pas des hommes d'État, il n'y a que des hommes politiques. Et ces hommes politiques sont dangereux. Ils ont démontré qu'ils sont un danger public. Ils sont un danger public au point de nous amener où nous n'avons plus de référentiels, nous n'avons plus de valeurs dans la société, nous n'avons plus de personnes, de modèles, il faut nous référer pour construire la dynamique de paix durable. Et ça, c'est un danger public. Et je suis en train de me poser la question, je dis, Seigneur, nous allons vers où? Seigneur, nous allons vers où? Même si on peut avoir besoin du pouvoir. Beaucoup roulent carrosse, beaucoup vivent dans de bonnes conditions, etc. Ceux qui les appuient aujourd'hui sont dans la souffrance. Mais l'essentiel serait de faire quoi? De changer la situation de ces gens. On n'aurait pas de problème avec les prêtres. Alors, on veut que même tous les prêtres entrent dans la danse. À votre avis, M. Norbert, vous pensez qu'il n'y a pas cette volonté manifeste de vouloir changer les choses de manière positive? Changer les choses, ça veut dire? Changer la situation du peuple congolais de manière Alors, positive. mais pour changer, il faut accepter la contradiction. Pour changer, il faut accepter le partage de responsabilités. Pour changer, il faut accepter l'interconnexion des différents avis et considérations. Mais c'est ce et débat, donc, profiter des médias. c'est ce débat qui vient d'être alimenté, Profiter non? des médias. Profiter des artistes. On les appelle pour banaliser. Construire une dynamique tribalo-régionaliste. Construire des antivaleurs à la télévision publique. Pour, n'est-ce pas, j'allais dire, attaquer les hommes qui sont censés sacrés, entre guillemets. Moi, je dis, c'est un danger public. Nous allons vers un fossé flagrant. Ah, Monsieur Norbert, je ne comprends pas du tout. Ça veut dire, à votre avis, la situation qui prévaut actuellement au pays, la déclaration du cardinal Mosengo, comme il l'a dit là, à votre avis, il fallait que les Congolais le regardent. C'est ça votre avis? Non, ce n'est pas mon avis. Il faut que les Congolais réagissent. J'ai entendu les gens réagir de manière polie. Alors, attention, parce que vous savez, la démocratie, c'est une gestion de contradictions. On n'a fait qu'avoir la contradiction entre les différentes parties, mais qu'on se respecte mutuellement. Vous ne pouvez pas désacraliser. Vous ne pouvez pas désacraliser un personnage qui a démontré tout au long de l'histoire de la République, même si les gens n'ont pas la culture d'histoire. Qui l'a fait? Personne. Mais écoute, tu es en train de me dire... Non, je pose une question. Qui l'a fait? Personne. Écoute, parce que j'en ai vu passer à la télévision lorsque je dis, si vous voulez vous occuper de la politique, alors enlevez tout simplement votre soutien. C'est une ignorance. Ignotini la kipido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Ceux qui disent comme ça et qui portent des diplômes et qui présentent auprès de l'opinion, qui ont tel diplôme. Moi, je suis désolé. Je suis très désolé. Je dis que c'est très mal comprendre. Les gens ne sont pas concentrés à transformer la République. Les gens ne réfléchissent pas pour comprendre comment on peut décoller. Les gens réfléchissent comment je peux, n'est-ce pas, auréoler la beauté de monsieur le journaliste que je trouve assez beau, etc. Pour qu'en fait, il puisse, n'est-ce pas, me protéger comme une mère poule, etc. Et ça, c'est la préoccupation de l'électorat congolais qui visiblement n'est là que pour normaliser la normale
nationale sans apporter son immensité d'intelligence au service de la nation. Je ne vois pas la théorie, je ne vois pas les idées de tel ou tel intellectuel. On les appelle, et encore qui sont nombreux, c'est qui assument de responsabilités aux échelons les plus élevés, etc., dont on ne retrouve même pas la quintessence de leur intelligence dans la dynamique de la transformation de la République. Les institutions de la République sont faites dans la perspective de pouvoir aider le pays à avancer. Aider le pays à avancer, ça veut dire prendre des mesures, des décisions qui permettent à transformer la République au travers des services qu'il faut rendre à la population. Or, ce que je vois dans les chefs de l'intellectuel congolais, c'est essentiellement... Non, j'allais dire perroquet, mais j'ai dit ça. Mais j'allais dire, je cherche le terme, mais je n'en ai pas. C'est essentiellement pérorer, parler de la bonne musique, mais aucune proposition. J'ai toujours vu dans les chefs du président, c'est vrai, il a la volonté de faire quelque chose, mais il faut qu'il ait des hommes. Il faut qu'il ait des hommes, pas des hommes qui sont là essentiellement pour lui dire « tu as gagné, tu as raison, tu as fait ceci, etc. » Mais des hommes qui peuvent lui dire au niveau de l'information. Aujourd'hui, regardez l'information. Comment quelqu'un qui est à Bafasende, quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Lomela, etc., peut avoir l'information. Ça, c'est la politique de l'information au travers du ministère de la Communication, etc. Et le faire dans des conditions qui permettent à notre concitoyen d'avoir l'information, c'est justement le rôle, par exemple, du ministre de la Communication. Et c'est de cette manière-là qu'on peut aider le président qui est censé être le pilote, par exemple, de la mouvance, etc. Moutantis Moutandi dans les différents secteurs de la vie nationale. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation. Ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est de faire monter tout prix au président de la République qu'il est aimé et que tous les autres ont leur tribu, leur communauté derrière eux et qu'ils ont fait pour qu'ils gagnent et de telle sorte que chacun trouve son compte. Et ça, c'est un danger public pour notre pays. Ça, c'est un danger public. Si tout le monde doit chercher à travailler pour être ministre, à travailler pour être PDG, à travailler pour avoir l'argent, pour multiplier les femmes et les voitures, etc. Mais qui s'occupera de la situation de la République en termes de défis du troisième millénaire? Parce que, sincèrement, je termine là. Chers journalistes, il faut aller un peu même en Afrique. Allez au Bénin, allez à Lagos, allez même à Lomé, des petits pays. Vous allez voir que vous arrivez dans quelque part. Non, écoutez, on a beaucoup de choses à faire. Très bien. On a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses également ont été faites. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question. Il faut comptabiliser les statistiques. C'est pas à moi de le faire. Je pose des questions, Monsieur Norbert. Merci bien. Alors, je voudrais avoir vraiment des réponses précises au sujet de ce qui est devenu comme un peu populaire. Les gens disent, ou la Bible le dit également, c'est répété par des hommes politiques, bien évidemment les chrétiens. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le monsieur qui était votre prédécesseur l'a dit en rapport avec le rôle de l'Église et le rôle de l'État. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ça veut dire quoi? Vous voulez associer tout? Non, à César ce qui est à César. L'impôt, il faut entrer dans le contexte de ce que Jésus a dit. L'impôt, on doit payer chez qui? Pas à l'Église. C'est l'État qui a la responsabilité. La société est faite de partage de rôles. La société est faite de partage des tâches. Mais moi, non, excusez. Mais la société, pour être société, il faut avoir les différentes composantes de la société. C'est cela. Et donc, lorsqu'on donne à César l'impôt, il faut que le César soit capable de bien gérer cet impôt au service de toutes les composantes de la société. Et les différentes composantes de la société doivent demander à César, qu'est-ce que tu as fait de cet impôt? Est-ce que seulement vous avez pris l'impôt pour acheter des maisons? Vous avez pris l'impôt pour marier des femmes? Vous avez pris l'impôt pour s'acheter des voitures? Ou vous avez arrangé les routes? Ou vous avez organisé l'école? Ou vous avez organisé la santé? Tout ça, c'est la relève de la responsabilité des différentes composantes. C'est ça le contexte. Tout cela, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Très bien. Alors, l'autre question que j'allais bien évidemment... Et je sollicite, si mon ami qui était ici... Débat contradictoire. Si on peut faire ce débat contradictoire, parce que là, le débat est fondamentalement intellectuel. Il ne s'agit pas d'une question d'être partisan ou pas. Je le dis simplement parce que j'aime bien dire directement les choses, mais je le dis sincèrement en m'inspirant de ce que je représente comme ce que je dispose comme formation. Vous savez que chez nous, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il y a trop de personnes instruites. Mais le principe... Il faut que j'explique un peu ça. Allez-y. Il y a trop de personnes instruites. Vous avez trop de docteurs, trop de licenciés, trop de gradués, trop. La plupart sont des personnes instruites.
Et plus de 98% sont des personnes instruites. Ils ne sont pas des intellectuels, monsieur. La Ce sont pas des intellectuels. La différence est laquelle? Eh bien, la différence, c'est que les intellectuels sont des gens qui réfléchissent sur leur environnement, qui savent photographier leur environnement, et qui savent dire que pour que cet environnement soit transformé, voilà le chemin, voilà la direction. Mais les personnes instruites, eh bien, il a besoin du parchemin. Il a son diplôme. Il fait le fétichisme de son diplôme. Et il veut qu'on l'écoute parce qu'il a tel diplôme. Vous avez vu quelqu'un qui est docteur en histoire, on lui donne la santé, il ne connaît pas la santé, et il se dit, professeur. Non, mais écoute, tu es professeur d'histoire, tu es professeur d'histoire, mais tu n'es pas professeur de santé. On a besoin de décisions au niveau de la santé. Écoutez, Elongo Penelongo, qui est un professeur, disait qu'un intellectuel n'est pas celui qui sait tout. Il sait ce qu'il sait, il n'est pas le seul à savoir ce qu'il sait. Les diplômes, quel que soit son niveau d'obtention, n'est pas l'aboutissement de la carrière intellectuelle, c'est le début d'une étude. On est aujourd'hui docteur en droit, mais tu n'es pas menuisier, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas maçon, tu n'es pas charpentier. Un charpentier de 2 ans va te tromper en défaut encore. Alors pourquoi tu veux brandir ton diplôme, ton parchemin que tu as eu en Europe, sans connaître la quintessence de la technologie à la base? Très bien. Alors, lorsque vous parlez, par exemple, quand je vous ai donné tout à l'heure ce mot un peu populaire, à Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Mais vous avez dit, l'Église a un rôle, l'État a également un rôle. Oui. Mais à ce que je sache, le rôle de l'Église, c'est amener les âmes à Dieu. C'est amener les personnes perdues vers le Seigneur. Vous avez vu déjà une âme? Alors, non, je parle du rôle primordial de l'Église. Ça, c'est fondamental. Okay. Ça, c'est ce que le principe dit dans la Bible. Ouais. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Tout à fait. Pas de politique. Il n'y a jamais eu de premiers chrétiens. Tout à fait. L'homme est à l'image de Dieu. Dieu vit dans la prospérité. Il a besoin d'amener l'âme. Mais l'âme, il y a un protège, il y a une couverture, c'est le corps. Il faut que la terre ait la configuration du paradis. C'est cela. Et l'Église doit travailler pour préparer cette configuration à partir de la terre vers le ciel. C'est important. Et ça, c'est sa mission fondamentale. Donc, il ne faut pas dissocier l'âme qu'on ne voit pas. On voit l'âme à travers la personne. C'est important. Et donc, le faire, c'est rentrer pratiquement dans le logiciel de ce que représente sa mission fondamentale. Et il faut plutôt encourager toutes ces églises pour qu'ils aident, tous ceux qui arrivent au pouvoir, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas propriétaires de la plantation. Même si on est propriétaire d'une plantation, lorsque vous n'entretenez pas la plantation, elle devient une forêt. Et la forêt mérite même une protection. Mais alors, lorsqu'elle devient une forêt et qu'on n'entretient pas, alors ça devient un danger public. C'est comme ça que l'Église doit le faire au même titre que les ONG. Vous avez vu les ONG en train d'intervenir. Les ONG de droits de l'homme, les ONG de développement, les ONG humanitaires, les ONG philanthropiques. Toutes ces associations ont un rôle à jouer dans la crédibilité de la performance de nos institutions. C'est important. Mais leurs points de vue ne sont pas forcément unanimes. Bien entendu. Là, vous acceptez. Et c'est ça ce qui fait l'esthétique de la démocratie. Alors acceptez également qu'au niveau de l'Église, les points de vue ne soient pas unanimes. Tout à fait. Mais il faut savoir présenter de manière rationnelle les choses. Lorsque vous dites, Norbert, ce que vous dites, c'est pas vrai. Il faut me démontrer que c'est pas vrai. Mais lorsque vous dites que, merci le journaliste a dit, Norbert a échoué. Parce que merci le journaliste a dit, Norbert a échoué. Vous là, même si j'ai échoué, vous dites, non, Norbert a réussi. Mais écoutez quand même. Vous venez de quelle église comme ça, là? Ce sont des églises à disparition. Vous savez que le monde aujourd'hui, non, il faut que je vous le dise. Le monde aujourd'hui est en liquidation. Il y a eu des principes qui ont été mis en place et qui ont constitué un ordre international. Beaucoup d'églises ont été des bébés sous biberon de l'extérieur aujourd'hui. Et écoutez, aujourd'hui, les moyens ne viennent plus. Hein. Il faut chercher où tirer encore les mamelles pour tirer. Hein. Et c'est très important. Encore que beaucoup de chefs d'église ne savent pas comment mobiliser des moyens internes pour construire une dynamique d'ancrage. Et ça, c'est un problème. Et alors maintenant, les pasteurs, ils parlent bien, soit ils soutirent auprès de leurs fidèles, soit ils soutirent auprès des hommes politiques, soit ils soutirent. C'est comme ça que vous voyez, les temples des églises sont donnés aux hommes politiques pour parler, parce qu'on sait qu'en fin de compte, les chaises seront données, un peu d'argent sera donné, etc. Et donc ce type-là, généralement, pose la question aux politiciens, vont vous dire, écoutez, c'est une Babylone et Sali, bon, problème, il y a de trop soutenir. C'est cela, cette église polluée, cette église en pollution. Non, écoutez. Beaucoup aujourd'hui se posent la question s'il n'est pas nécessaire de rester avec ce qu'on a fait et de revenir à l'église catholique pour qu'on rationalise les débats et qu'on puisse avancer parce qu'en fait on ne voit pas la valeur ajoutée, la plus-value de beaucoup d'églises qui se sont créées, qui finalement on a des gens qui changent à longueur de journée les voitures, qui changent à longueur de journée des maisons, qui changent à longueur de journée des endroits où ils habitent, mais qui visiblement au regard de leurs fidèles qui souffrent
Très bien. Et qui ne change pas, et dont on attend que la prospérité vienne du ciel. Non, la prospérité ne va pas venir du ciel. La prospérité doit venir ici. Dieu nous a tout donné, il nous a tout donné, et nous avons la responsabilité de désigner ceux qui doivent nous gérer, et ceux qui sont nous dégérer doivent bien gérer pour que cela ait une répercussion sur l'ensemble des concitoyens. Merci, Et ça, le rôle de l'Église. Merci, M. Norbert. Alors, quel est votre point de vue au sujet justement de toutes ces missions d'observation internationale qui ont fait de rapports définitifs ou préliminaires disant que le processus électoral s'est très bien déroulé, à part quelques irrégularités vraiment, vraiment mineures? Non, il ne faut pas minimaliser comme ça. Ça va. Bon, écoutez, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je m'excuse beaucoup. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont ces organisations Je suis parmi qui le disent. les chercheurs congolais qui ont travaillé. Vous êtes quand même d'avis qu'ils ont dit ça? Bien non, pas textuellement ce que tu dis. Je veux répondre. Ok. Vous voulez que je reprenne? J'ai déjà entendu, je vais répondre. Et donc, j'allais vous dire que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la littérature sur la société civile. Il y a la société civile nationale, il y a la société civile aussi étrangère, etc., qui aujourd'hui se planétarise au point qu'il y ait des interactions dynamiques entre les différents pays, les différentes nations, etc. Et donc, aujourd'hui, parce que nous sommes dans un processus de planétarisation, aucun pays ne peut fonctionner de manière isolée. Les économistes diraient autarcique, ça c'est évident. Exact. Et donc il y a interaction avec les autres sociétés. C'est comme ça que vous voyez des observateurs qui ont des organisations, qui viennent pour observer. Et la plupart de ces organisations sont arrivées à l'unanimité. D'abord, ils ont salué que les élections soient organisées. Vous savez, c'est pas facile d'organiser les élections. Il faut saluer cette avancée spectaculaire, d'en faire 2 fois, c'est pas, en respectant le cycle de 5 ans, tout à fait normal. Mais cette fois-ci, par rapport à 2006, ils disent qu'il y a eu des graves irrégularités. Et ils ont démonté ces irrégularités, liées par exemple au refus des témoins. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsqu'on envoie des témoins dans les bureaux de vote, c'est pour qu'ils puissent revenir avec le PV, n'est-ce pas, de résultats, de telle sorte que au moment où l'on proclame le résultat par la CENI qui a la responsabilité légale, qu'on contrôle les résultats qui ont été affichés par rapport à ce que proclame la CENI. Et c'est là justement qu'on peut voir si les allégations de la CENI sont conformes à la vérité. Il me semble que lorsqu'on regarde dans bien des endroits qui ont été proclamés, il y a une sorte de démarcation entre ce qui était affiché d'après l'Union européenne, ça c'est évident, et ce qu'on a proclamé. Mais vous disiez avec les premiers intervenants ici que l'Église catholique n'a eu que 2,2 du bureau de vote. Écoutez, lorsque vous allez par exemple dans un pays comme la France... Non, mais ce qu'il a dit, il est vrai. Bien entendu. Monsieur Norbert. Oui, c'est la vérité. J'organise la cohérence dans mon raisonnement. Okay. Lorsque vous arrivez en Belgique ou en France, dans tous ces pays-là, vous allez voir, après que les gens votent, on fait un sondage. Et la plupart de ces sondages tombent en réalité. Et sur quel échantillon? Il y a un système d'échantillon. Lorsqu'on sait que nous sommes en République démocratique du Congo, on a 11 provinces. On peut échantillonner. Et on peut vous donner, c'est pas, les tendances par rapport à cet échantillon-là. Et donc, on peut pouvoir se prononcer, n'est-ce pas, en disant, par rapport aux raisons proposées, par rapport à l'échantillon que nous avons mis en route, etc., pour lesquels nous avons analysé. Voilà les différentes tendances. Alors, lorsque les tendances qui visiblement sont revenues de l'échantillon, sont contradictoires, et parfois une contradiction significative avec les résultats de la CENI, et les gens ont le droit de se poser la question. Et c'est lui qui peut pouvoir dire la vérité dans ces conditions, c'est la Cour suprême de la justice. C'est comme ça que toutes ces instances sont prévues. Mais ici, il y a un problème de convergence d'intérêts. Les gens n'ont pas suffisamment confiance, par exemple, à la Cour suprême. Et que dans certains endroits, parce qu'on connaît que le PV soit important dans les allégations qu'il faut donner pour la justice, en termes de preuves au niveau de la Cour, eh bien, il y a des endroits où on n'a pas voulu, dans les centres de compilation, on n'a pas voulu qu'il y ait des témoins. Ça aussi, chers amis journalistes, je sais que vous pouvez aussi avoir votre opinion. Mais écoutez, l'image de notre pays. Vous imaginez qu'on organise des élections. Pour une fois, je salue le gouvernement de la République avoir financé de l'argent pour restaurer et restituer notre attribut de souveraineté. Et que pour la première fois, en restaurant notre attribut de souveraineté, écoutez, quand la communauté internationale, tous les observateurs nationaux et internationaux disent des graves irrégularités qui portent l'image, qui portent atteinte à l'image du Congo, qui portent atteinte à l'image du Congolais. Il faut travailler avec les personnels internationaux. Ils vont vous dire, vous êtes bien cravaté, vous avez 4 pièces, vous êtes intelligent. Vous dites, allez, arrêtez.
Vous êtes dans l'état d'animalité zéro. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays pour lesquelles nous aurions pu éviter, sauvegarder les apparences. Nous n'avons jamais géré cela. Et cela est très grave pour l'image. Ça porte en tête à l'image. Tous nos compatriotes qui circulent à travers le monde, au travers les actes qui sont posés, et qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de nous crédibiliser. Écoutez, nous remettre en question. Nous ne pouvons pas. Et regardez même dans toutes ces institutions des Nations Unies, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là parce que nous prenons pour des aventuriers, etc. Donc, l'eau prend la couleur des vases qui la contient. Monsieur, donc, lorsque les institutions de la République, je termine par là, monsieur, lorsque les institutions de la République sont vives, fondamentalement crédibles, écoutez, la population sera crédible. Mais lorsque les institutions de la République ne sont pas crédibles, la population n'est pas crédible pour autant. Et dans ces conditions, nous ne sommes pas un peuple de défis. Très bien. Monsieur Norbert, je crois qu'une dernière question, puisqu'il ne me reste plus que 3 minutes avant de finir cette émission, très intéressante quand même. Alors, par rapport à notre thématique, la crise post-électorale, quel est le rôle de l'Église, la place de l'Église? Que diriez-vous avant de finir? La place de l'Église, aujourd'hui, c'est nous aider à voir la vérité et à réconcilier les Congolais autour de cette vérité. La place de l'Église, c'est de faire comprendre à tout un chacun quelle a été sa responsabilité, quel est son niveau de vérité par rapport à la dynamique. De telle sorte que demain, que l'on sache que le Congo vit dans une répartition des rôles. Et le Congo a des notables, le Congo a des référentiels, le Congo a des modèles qui peuvent être écoutés. Mais si nous banalisons cela, je ne sais pas quel est l'avenir des enfants de nos enfants. Je ne sais pas quel est l'avenir des générations futures. Non, là on se comporterait comme des hommes politiques. Or nous avons besoin des hommes d'État. Les hommes d'État sont des gens qui sont dans une sorte de solidarité intergénérationnelle. Je sais que peu de Congolais, non, j'allais dire de la classe politique, comprennent cette responsabilité. J'ai entendu la faiblesse des différents projets qu'ils ont présentés, des propositions qui, visiblement, n'ont aucune ambition pour que le Congo avance, au même titre que beaucoup de pays émergents. Vous savez que ce n'est pas une déclaration qui pose la problématique d'une émergence d'un pays, ce sont les actes. Et je pense que dans cette responsabilité partagée, il faut que les ONG, il faut que le gouvernement de la République, les églises, tous, comme un seul homme, nous puissions voir dans la même direction. Le Congo a besoin de cela. Et nous n'avons pas besoin de nous tracasser, de nous injurier, englonger de nous. La culture d'injure, c'est une culture imbécile, ignoble. Il ne faut pas la cultiver. Il ne faut pas qu'elle trouve son ancrage. Il ne faut pas qu'elle soit domestiquée. J'estime que c'est de cette manière-là que nous allons véritablement relever le défi. Et le vrai défi aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Très bien, monsieur Norbert. Et vous souhaitez également avoir un débat contradictoire avec... n'importe qui. Avec le directeur... N'importe qui. Non, regardez, ne m'appelez pas l'histoire des étiquettes des gens. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse qu'on discute intellectuellement sur ces questions fondamentales. Et je crois que ça va aider le Congo à avancer. Ce ne sera pas la gloire des hommes, ce sera plutôt la gloire du Congo, ce sera plutôt la gloire de la démocratie. Et c'est cela que nous considérons comme une esthétique, l'ambiance démocratique recherchée par notre peuple, qui visiblement jusqu'à aujourd'hui n'a pas retrouvé son compte. Merci, monsieur Norbert, analyste politique. Monsieur Norbert Yamba, analyste politique, vous étiez notre invité dans cette deuxième partie de notre émission Un jour une idée. Votre présentation vous plaît? Analyste politique, c'est ça? Oui, je suis analyste politique. Bon, j'ai fait beaucoup de formations. Hein. Bon, je ne reviens pas. Ça sont des étiquettes qui sont complètement construites de tout le pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Vous reviendrez bien évidemment tout à fait dans nos prochaines éditions. Merci à vous également de nous avoir suivis avec intérêt, à beaucoup d'attention. C'était votre émission Un jour une idée. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Portez-vous bien. À très bientôt. Avec le